Mémoire de Colbert sur le poste de Gigeri. Louis XIV s'inquiète des possibles réactions des Turcs après leur défaite de Saint-Gothard et après la prise de Gigeri. Ils en veulent sûrement à la France de son soutien aux Autrichiens. Louis XIV pourra-t-il continuer à bénéficier de la neutralité bienveillante que le sultan de Constantinople a toujours conservée dans le conflit latent de la France avec les Barbaresques et le divan d'Alger? Les Turcs changeront-ils de politique maintenant que les Français se sont emparés d'un territoire africain sous le contrôle de Constantinople? Après s'en être entretenu avec M. de Lionne, ministre des Affaires étrangères, Colbert rédige un rapport au roi intitulé Mémoire sur le poste de Gigeri. Ce document porte en sous-titre la question suivante. Quels ennemis on peut craindre et contre quels on prétend l'opposer pour résoudre ensuite si la place doit être gardée ou non? Dans une première partie, Colbert brosse un tableau de la situation actuelle de l'Empire ottoman et fait l'état des relations du grand seigneur avec les royaumes d'Afrique sous son obédience: l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et de Tlemcen. Il explique que plus ces royaumes sont éloignés de la porte, moins ils se soumettent aux ordres du grand seigneur. Si l'Égypte les reconnaît entièrement, en revanche, constate Colbert, les maîtres d'Alger s'en sont entièrement soustraits depuis 8 ou 10 ans. La politique des Turcs pour le gouvernement de ces royaumes a été de ruiner toutes les places qui y pourraient être, s'il y en avait, d'empêcher l'établissement de toute grande communauté, de tenir une grande garnison dans la capitale en ville, composée de janissaires et d'une milice soudoyée, de laquelle, pendant l'été, il détache un camp de 4 à 5 000 hommes qui, marchant dans tout le pays, font payer des contributions, appuient les divisions naturelles et ordinaires des morts et retournent ensuite dans leur garnison au commencement de l'hiver. Les morts qui ne connaissent des Turcs que par le paiement des contributions ou des princes ou commandants particuliers qui se font incessamment la guerre les uns aux autres, n'ont aucune habitation fixe et subsistent ainsi dans cette guerre perpétuelle entre eux. C'est là, conclut Colbert, l'état du pays dans lequel le roi a fait faire les descentes de ses troupes qui ont pris Gigeri. Dans la deuxième partie de son mémoire, Colbert fait le point des relations du roi avec le grand seigneur afin, dit-il, de pouvoir prendre une plus saine résolution. Il fait remarquer que si les capitulations n'ont point été renouvelées depuis 1607, le roi a toujours tenu un ambassadeur à la porte. Sur le sujet des corsaires d'Alger, le grand seigneur, par les capitulations, leur ordonne de cesser leur piraterie et en cas qu'ils continuent, consent que les rois les traitent comme ennemis. Le grand seigneur considère tellement le commerce dans ces États que, nonobstant le secours que le roi a donné à l'empereur, il n'a fait aucune violence sur les sujets du roi. Mais comme il appréhende extraordinairement les armes de France, il faudrait savoir quelle résolution il prendra quand il se verra attaqué, et même un poste pris dans ces États, c'est ce qui est à examiner. Il peut être tellement appliqué à sa guerre de Hongrie qu'il négligera entièrement celle-ci, d'autant plus que la milice d'Alger s'étant soustraite de son obéissance, il abandonnera ce pays, ne le comptant plus à lui. Mais comme il est fort vraisemblable que cette milice, se voyant poussée par les Français, se remettra sous l'obéissance du grand seigneur, comme il y en a déjà quelques avis, et qu'elle recevra le Bacha qu'il pourra lui envoyer, il est pareillement vraisemblable que le grand seigneur ne négligera point cette guerre. Puis, Colbert examine les deux voies qui s'ouvrent au sultan. L'une d'abandonner la guerre de Hongrie et d'accourir à celle-ci avec toutes ses forces. L'autre, sur les instances de la milice d'Alger, de leur envoyer un bacha, quelques officiers et quelques secours, avec ordre au bacha de Tunis et de Tripoli, et peut-être celui du Grand Caire, d'assembler leurs forces et de les secourir. Colbert estime qu'il y a plus d'apparence que le grand seigneur prendra ce dernier parti. Il pose enfin la question primordiale, celle de savoir contre quels ennemis il faut défendre le poste de Gigeri et de quelle qualité en doivent être les fortifications. Deux possibilités sont envisagées, dans celle où il faudrait défendre Gigeri contre les bachas de 3 royaumes joints par les autres et avec l'assistance du grand seigneur.
Dans ce cas, la tâche serait particulièrement difficile parce que ses forces amies pourraient faire 12 000 hommes, janissaires et troupes soudoyées et que les morts, ajoute Colbert avec clairvoyance, nonobstant les mauvais traitements qu'ils reçoivent par la conformité de la religion, se joindraient assurément aux Turcs. Les forces maritimes sont assez considérables, en sorte que, s'il faut soutenir ce poste contre ces trois puissances, il est certain que la peine causée par l'éloignement sera grande, et je ne sais si la chose serait possible. En ce cas, pour le soutenir, il faudrait que le roi y employât toute sa puissance, et par cet effet, qu'il n'eût aucun autre dessein dans l'esprit, attendu que cette entreprise pourrait occuper toutes ses forces de terre et de mer. Jusque-là, le raisonnement de Colbert est sans faille. Il est moins sûr en revanche lorsqu'il examine la deuxième possibilité, celle où il ne serait question de maintenir ce poste que contre Alger. Sous-estimant les forces turques d'Alger, Colbert affirme qu'alors, quelque petit que ce soit ce lieu, il suffira parce que les gens d'Alger ne peuvent mettre en campagne que 4 000 hommes sans équipage. Trompé par les rapports de Beaufort et de Colbert, il surestime au contraire la valeur des fortifications provisoires bâties à Gégri. Confiant dans l'efficacité du blocus des côtes de Barbarie par la flotte française, il n'envisage pas, même une seconde, la possibilité pour les Turcs d'Alger d'amener par mer des canons à Gégri. D'autre part, rien n'explique pourquoi, dans l'hypothèse où seul le royaume turc d'Alger serait impliqué, Colbert ne considère plus comme probable le rapprochement des morts avec les Turcs en raison de leur commune religion. Au moment où il rédige son mémoire, Colbert ignore une donnée nouvelle mais essentielle de la situation. 10 jours seulement après la bataille de Saint-Gothard, les impériaux, sans prévenir les Français, ont fait la paix avec les Turcs. Une trêve de 20 ans a été conclue à Vasfar sur le Rap. Turcs et Autrichiens se sont partagés la Hongrie. Cette longue trêve, en désengageant le sultan des opérations en Europe continentale, lui laisse les mains libres pour poursuivre la conquête de la Crète et pour intervenir, s'il le souhaite, contre les Français en Barbarie. Les ordres du roi à Beaufort. Du mémoire de Colbert, Louis XIV retient l'hypothèse où seuls les Turcs d'Alger interviendront à Gégri. Il décide donc de poursuivre son expédition en Afrique et dans un courrier rédigé le 18 août, il donne ses ordres à Beaufort. Mon cousin, il n'est pas besoin de vous dire la joie que j'ai de la descente de mes troupes à Gégri. Mais après ce début prometteur, et avant même de féliciter le duc, il lui reproche de ne lui avoir envoyé que peu d'informations. Alors lui dit-il que c'est par vous que je devais savoir ce qui se passe. J'ai vu plusieurs lettres qui ont été écrites ici à divers particuliers. Vous devez me croire qu'il n'y a rien dans ces différentes dépêches qui ne vous rende justice sur la valeur et la bonne conduite avec laquelle vous avez agi, et qui ne me fasse connaître que vous n'avez rien oublié pour faire réussir cette entreprise à la gloire de mes arbres et à ma satisfaction. Cet éloge indirect, aussi bref qu'ambigu, est immédiatement suivi d'une sévère remontrance. Je vous avoue seulement que je ne puis approuver les petits mécontentements qui se sont glissés parmi quelques officiers, car assurément, le bien de mon service consiste dans l'union, et vous qui commandez aux autres, y devez contribuer avec plus de soin que qui que ce soit, sans prendre garde à des bagatelles qui sont au-dessus de vous. Je désire donc, premièrement, que toute division cessant, chacun oublie les sujets de déplaisir que je crois fort médiocres, qu'on peut avoir reçus les uns des autres, et les sacrifie au soin de me plaire et de me servir. Vous commencerez par votre exemple cette heureuse réunion, si importante et si nécessaire, et vous témoignerez de ma part à tous les officiers, tant généraux que particuliers, que je ne puis être content qu'elle ne soit parfaite entre eux et affermie pour toujours. Le roi aborde ensuite la difficile question de la construction des fortifications de Gégri. Il n'a pas reçu le mémoire de Clairville sur la future forteresse. Aussi déclare-t-il à Beaufort. Comme les lettres que j'ai vues, qui parlent des fortifications à faire à Gégri, et les plans qu'on en a envoyés ici ne m'éclaircissent pas assez, que ni vous, ni aucun des officiers principaux ne m'en avez demandé votre avis,
et que l'affaire ait assez de conséquences pour s'en informer plus exactement avant que de passer outre. Je souhaite qu'incantinant la présente reçue, vous assembliez en conseil les officiers généraux, commandants des corps et tous ceux que vous jugerez capables d'y être appelés, que vous leur déclariez que je veux qu'ils disent leur avis sur la fortification du poste de Gigery, qu'ensuite vous leur communiquiez le plan du sieur Clairville et celui de Déhouillère et autres s'il y en a, que vous écoutiez leur raisonnement sans reputer personne, et qu'après avoir formé votre délibération à la pluralité des voix, vous me dépêchiez un courrier exprès pour m'en apporter le résultat, contenant les difficultés qui auront été agitées à l'égard de chaque plan, et les raisons sur lesquelles on se sera déterminé, afin que je puisse prendre ma dernière résolution et vous renvoyer mes ordres avec la même diligence. Ces consignes sont claires et précises. Le roi ordonne à Beaufort une longue procédure de concertation, mais il ne lui délègue aucun pouvoir de décision. Le souverain prendra lui-même la dernière résolution. En attendant, un temps précieux sera perdu. Les Français ont débarqué à Gigery le 22 juillet. 4 semaines sont déjà passées. Avant d'entreprendre les travaux, on va devoir attendre encore l'arrivée des ordres du roi à Gigery, les consultations du conseil, l'établissement des plans et d'argumentaires et un nouvel échange de courriers entre Fontainebleau et Gigery. La décision finale ne sera prise au plus tôt qu'en octobre, et les travaux ne pourront guère commencer avant l'hiver, après que les ouvriers seront arrivés à Gigery et que les matériels auront pu y être débarqués. Pour l'aménagement du port, le roi ordonne la même procédure que pour la forteresse. Deux points. Il faut tenir un autre conseil avec les principaux officiers et capitaines, le patron Louis Reynaud et autres personnes plus entendues au fait de la marine, pour aviser aux moyens de faire un bon port à Gigery, entendre tous les avis et toutes les propositions, et par le même courrier que vous me dépêcherez, m'informer de tout pleinement, en sorte que je puisse résoudre ce qui sera de mon service avec entière connaissance. Le roi, conscient des délais que ces ordres vont entraîner, conclut avec logique qu'il faut que tout ce qui est à Gigery se dispose à y passer l'hiver, et il ordonne de prendre les mesures nécessaires pour que la sécurité du poste soit assurée pendant ces longs mois. Deux points. Il faut avoir grand soin de mettre en bon état les travaux que vous avez commencés, et surtout les bien assurer de peur de quelque malheur dont je serai inconsolable, non seulement pour la perte de réputation, mais aussi pour celle que je ferai de gens que j'estime autant que ceux qui me servent en ce pays-là. Pour la marine, le roi confirme la nécessité de renvoyer les galères avant la fin du mois de septembre et les tempêtes d'équinoxe, et qu'il donne des consignes judicieuses pour les vaisseaux. Deux points. J'estime qu'il est à propos que quelques-uns de mes vaisseaux qui sont maintenant avec vous croisent la mer le long de la côte, tant pour empêcher ceux des corsaires d'approcher le port de Gigery, que pour faire des prises sur eux, et qu'il y ait aussi quelqu'un sur la route de Provence pour assurer le passage des barques qui iront et viendront de Toulon. Elles seront nombreuses, car, poursuit le roi, j'ai pourvu à la subsistance de tous ceux qui sont à Gigery, et outre cela, j'ai donné ordre qu'on leur porte des armes, des habits, des souliers et des munitions de guerre, autant que j'ai cru en être besoin, et tout ce qu'il faut pour faire agir 30 pièces de canon qui demeureront à terre. Monsieur de Lestancourt s'est plaint, en effet, d'avoir insuffisamment de canonniers, de munitions et d'équipements pour armer les canons de camp de Gigery. On vous porte aussi, poursuit le roi, tous les matériaux qu'on a pu ramasser jusqu'à présent, et l'on recherche partout les ouvriers que vous puissiez faire travailler. Et afin de pourvoir au logement des soldats, de peur qu'ils ne tombent malades, j'ai commandé qu'on vous fasse porter la plus grande quantité de planches qu'il se pourra. Louis XIV recommande également que l'on fabrique sur place les machines nécessaires au nettoyage du port. Sinon, ajoute-t-il, en me le faisant savoir, je donnerai ordre qu'on vous en envoie. Pour ce qui est des effectifs, le roi demande à Beaufort de donner congé aux volontaires. Maintenant que la descente est faite, et ne voyant pas que désormais ils puissent rien faire qui mérite qu'on les retienne davantage. Il l'informe qu'il envoie de l'infanterie en Provence.
pour servir de renfort quand je le jugerai à propos, lui dit-il. Ou si cela n'est pas nécessaire, pour relever les troupes que j'ai maintenant à Gigri, lorsqu'elles y auront été un espace de temps raisonnable. Répondant enfin au vœu le plus cher du duc, j'envoie présentement, lui dit-il, 2 compagnies de chevaux légers de 50 mètres chacune, qui sont fort bonnes et commandées par de bons officiers. Ne doutons point que surtout dans ces commencements, elles ne soient fort utiles. Et s'il est besoin dans la suite de vous en envoyer davantage, je le ferai volontiers. Puis il conseilla Beaufort d'essayer de se procurer aussi des chevaux en Sardaigne et en Sicile, et même en Barbarie, s'il s'y fait quelque accommodement. Louis XIV conserve en effet l'espoir d'un accord avec les Berbères. Il serait à désirer, recommande-t-il, que vous puissiez avoir commerce avec les Maures et les apprivoiser. Il faudra tâcher pour cela de faire une espèce de paix avec eux, leur faisant connaître qu'il leur est avantageux de traiter avec mes troupes, que je ne les ai envoyés là que pour le bien de tout le pays, qu'ils n'ont rien à craindre, mais au contraire, toutes sortes de douceur et de protection à espérer sous mon obéissance. Mais il ne faut point absolument leur parler du grand seigneur. Le roi est aussi mal informé de la situation en Kabylie que le sont Clerville et Colbert. Il méconnaît la volonté farouche d'indépendance des Berbères et sous-estime leur combativité. Aussi se berce-t-il encore de cette vieille illusion d'une possible entente avec les Maures. Le souverain a quelques mots pour ces hommes. Faites comprendre aux officiers, ordonne-t-il au duc, qu'ils ne me sauraient donner de meilleures preuves de leur zèle que de s'attacher entièrement à soutenir cette entreprise, que je n'oublierai jamais le service qu'ils me rendent dans cela, et que, comme s'il n'y en a point qui me soit plus considérable, il n'y en aura point aussi qui soit mieux récompensé. Vous pouvez dire aux soldats que, bien loin de les abandonner, j'ai ordonné qu'on leur distribue 1 sou par jour d'extraordinaire à chacun, outre leur solde sur laquelle les vivres leur seront fournis, et que je veux savoir les noms de ceux qui se signaleront. Il recommande ensuite à Beaufort d'avoir grand soin pour les blessés et les malades. Témoignez-leur le sentiment que j'ai de ce qu'ils souffrent et les assurer que leurs blessures seront en tout temps de puissantes recommandations auprès de moi. Pour conclure, le roi demande au duc de communiquer plusieurs articles de sa lettre aux officiers et quelques-uns à toutes les troupes pour leur donner courage et les exciter à faire d'autant mieux leur devoir. La lettre du roi au chevalier Paul. Le roi a informé Beaufort qu'il adressait le même jour d'autres courriers à Gigri. Une de ces lettres est destinée au chevalier Paul. « Monsieur le chevalier Paul, lui écrit-il, sachant la part que vous avez eue à l'heureuse arrivée de mes troupes au lieu destiné pour la descente, j'ai bien voulu vous écrire cette lettre pour vous faire savoir que j'en ai une entière satisfaction. » Après ce chaleureux compliment, Louis XIV aborde le véritable objet de sa lettre. « Je désire qu'ayant à opiner dans un conseil que mon cousin le duc de Beaufort doit tenir par mon ordre pour les affaires de la marine. Vous disiez librement votre avis, suivant ce que vous jugerez plus avantageux à mon service, sans vous contraindre tant soit peu pour aucune autre considération. » Puis il informe le chevalier de la résolution qu'il a prise de distribuer quelques-uns des vaisseaux qui sont au port de Gigri pour croiser le long de la côte, et encore quelques autres pour assurer la route de Toulon. Ce commandement vous regardant, lui précise-t-il. Les nouvelles interrogations de M. de la Guette. J'ai vu par votre dépêche du 15 août, écrit la Guette à Colbert, que vous n'avez pas reçu le mémoire de Clerville. L'intendant informe le ministre qui va lui en envoyer une copie. Puis, tout en faisant remarquer que cela n'est pas de son ressort, il donne son avis sur les demandes de l'ingénieur. Il s'étonne que les pierres de Gigri ne soient pas bonnes à faire de la chaux et du plâtre ou à bâtir, et s'inquiète, car M. de Clerville demande chaux, plâtre, pierres et briques en si grande quantité qu'il faudra du temps pour les préparer et beaucoup de bâtiments et de dépenses pour les porter là. J'ai peine à croire, ajoute-t-il, que l'on puisse assembler tant de sortes de gens et de matériaux que l'on en demande en moins de 3 ou 4 mois. La Guette rappelle au ministre qu'il a déjà beaucoup de peine à armer les navires prévus pour le ravitaillement de Gigri.
La disette des matelots à Toulon est telle que je ne crois pas, prévient-il, que monsieur de Martête puisse partir devant le 15 septembre. Le 20 août, la Guette reçoit de Gigery des lettres écrites le 16. La barque qui les a apportées n'ayant mis que 4 jours à faire le trajet. Les choses, constate l'intendant, y sont toujours en même état, et messieurs Charuel et Clerville, en plus de leur demande précédente, réclament maintenant du bois pour chauffer les fours, des moulins à bras pour faire de la farine, des voiles pour remplacer celles qui ont été utilisées comme toile de tente, et un nombre impressionnant de planches pour fabriquer des abris pour les soldats. La Guette s'indigne. Je ne puis quasi souffrir que l'on dise qu'il y a manque de couverts, alors qu'il y a quantité de maisons dans la clôture de Gigery. La Guette est également sollicitée par la cour. Monsieur le Tellier me mente, écrit-il à Colbert, que le roi veut que l'on envoie 2000 mousquets et 2500 piques à Gigery. Mais il ne me marque point où je les dois prendre, car si c'est ceux que vous faites venir de Sedan pour les magasins de la marine, il faudra penser, s'il vous plaît, à nous en envoyer d'autres. Je vous avoue, monsieur, que je ne peux comprendre ce qu'ils veulent faire de tant d'armes à Gigery, car, ajoute-t-il avec raison, n'ayant point les morts pour amis, et n'y pouvant prendre assez de confiance pour les armer, nous avons déjà sur les lieux plus d'armes de rechange qu'il ne faudra d'hommes dans la place que l'on y projette d'y bâtir. Cet article me fait juger que l'on demandera beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Cette polémique sur les besoins réels du corps expéditionnaire à Gigery et sur la validité des prévisions qui en ont été faites avant le départ va s'empiler de jour en jour. La Guette laisse ainsi entendre que les vivres actuellement à Gigery, sans compter ceux que les Français auraient pu acheter sur place aux indigènes, seraient en quantité suffisante pour tenir jusqu'au 10 octobre, alors que Beaufort, de son côté, ne cesse de répéter qu'il ne saurait aller au-delà du 15 septembre. L'intendant s'inquiète aussi de ce que les quantités d'armes, de munitions, de couvertures, de vêtements et autres articles demandés par Clerville et Charuel, dans leurs mémoires respectives, sont très différentes. Le 25 août, la Victoire, la Françoise, un vaisseau de Nouilly et 3 barques appareillent de Toulon. Ces navires sont chargés de victuailles, de bas, de chemises, de voiles, car, précise la Guette, ces sortes de marchandises ne se rencontrent pas en ce pays. De 3000 planches pour couvrir ceux qui ne sont pas logés dans la ville de Gigery, de clous, de moulins à farine et de quantité d'autres objets de première nécessité. En revanche, l'intendant se refuse à envoyer à Gigery les 2000 mousquets qui sont enfin arrivés de Sedan. Je les garderai pour la marine, écrit-il à Colbert, sauf si Sa Majesté ne me l'ordonne autrement. Car je suis très assuré qu'ils n'en ont point encore besoin à Gigery, en ayant 800 sans compter ceux des soldats qui sont morts depuis le jour de la descente. La Guette informe Colbert que, compte tenu de la discordance et de l'exagération qu'il décèle dans l'expression des besoins, désormais, il ne satisfera les autres demandes émanant de Gigery que sur ordre explicite du roi. Car, assure-t-il, après que l'on aura bien examiné tous les mémoires qui ont été envoyés par ces messieurs, je suis persuadé que les résolutions que le roi prendra seront fixées et certaines. En dépit de ces réserves, la Guette conclut sur une note d'espoir. J'estime que Sa Majesté est engagée à maintenir le poste que ses troupes ont occupé, d'autant même qu'elles pourront de celui-ci entreprendre avec le temps de plus considérables conquêtes, étant certain que Dieu bénisse un dessein si avantageux à la religion chrétienne.